Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Mon Psy part en live. Je suis Julien Borloo, psychologue à Lausanne. Et puis vous reconnaissez peut-être quand on est dans ce canapé bleu, c'est que je vais pas être le seul à parler. Donc on est de nouveau sur une interview. Et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Olivier Bourquin. Alors c'est sûrement un nom qui sonnera quelque chose chez vous si vous êtes de près ou de loin associé au sport, à la nutrition. C'est un nutritionniste. Alors on vient d'en discuter pour savoir comment le définir. On a dû en discuter quelques secondes. Un nutritionniste qui aborde la santé d'un point de vue holistique, c'est-à-dire au niveau sportif, nutrition. Enfin, on va en parler de son approche qui est une approche assez spécifique à lui. Olivier, merci déjà de me faire le plaisir d'être ici. J'aimerais bien que tu nous dises, pour te présenter, quelque chose peut-être que peu de gens savent de toi. Oula, alors là, tu me prends un peu au dépourvu. Moi, je dirais que je suis un passionné vraiment de la vie et des gens. Et que j'ai la chance, pour moi, de ne pas vraiment travailler parce que j'ai pu créer un modèle qui correspond à finalement ce qui me passionne, c'est-à-dire la santé, c'est-à-dire l'activité physique, peut-être plus que le sport finalement. D'accord. Et le développement spirituel aussi qui m'intéresse beaucoup. Ça peut-être que pas tout le monde le sait justement. Voilà. Ok. Ouais, côté un peu plus lié à ce côté un peu plus spirituel. Ouais. Ouais, parce que alors, j'ai épluché un peu ton LinkedIn, ton site, etc., fait un peu mes petites recherches. Donc, les premières choses qui ressortent sur toi, c'est justement plutôt le côté sportif. On voit déjà ta carrière perso de tennisman semi-pro, j'ai lu. Ensuite, plus dans la préparation physique à Swiss Tennis. Et puis, ça paraît très cadré, très classique. Et puis c'est vrai que dès le moment où on échange avec toi, on voit qu'en fait, il y a plein d'autres petites antennes. Si tu peux peut-être me dire un petit peu comment ça s'est goupillé, ton parcours, comment tu es arrivé dans ce monde-là. Mon parcours, il est fait de, je dirais, pas très doué à l'école, plutôt doué en sport. Un problème, beaucoup de concentration. J'étais un ancien allergique, donc je souffrais énormément d'allergies. Donc, c'était pas non plus toujours facile au niveau même de la concentration, ça on n'y pense pas toujours. Hein. Un sommeil qui a toujours été un vrai problème, c'est pour ça que je me suis passionné aussi pour le sommeil. Et puis, de fil en aiguille, j'ai pu me former dans le monde du sport. J'ai pu faire toute la formation d'entraîneur d'élite suisse olympique, ce qui m'a ouvert d'autres portes. Et ces portes, ça a été aussi de pouvoir faire par la suite des diplômes universitaires, un peu sur le tard, comme ça. Okay. Et puis, finalement, en partant de l'entraînement de tennis, je suis parti dans la prépa physique. Puis quand j'ai vu à quel point les sportifs mangeaient mal, buvaient mal, dormaient mal, avaient des problèmes de santé, à la fois physique et psychologique, j'ai voulu m'intéresser à comment ils fonctionnaient vraiment. Et je me suis rendu compte que c'était assez catastrophique dans le domaine du tennis. Et en discutant avec les autres entraîneurs, parce que quand tu es en masculin avec les autres entraîneurs d'autres disciplines, tu partages beaucoup de choses, tu te rends compte que c'est le même problème partout, qu'on casse énormément de jeunes sportifs, aussi bien physiquement que psychiquement. Et puis, à un moment donné, j'en ai eu marre, parce que ça ne correspondait plus à mes valeurs d'idéaliste. Et puis je me suis dit, même que j'ai un bon poste, je quitte. Et puis, je vais me lancer dans d'autres choses. Puis après, j'ai créé un peu mon modèle au fur et à mesure avec plein d'expériences, plein de formations, plein de machines qui mesurent beaucoup de choses. Et puis, pour mieux comprendre l'humain dans toute sa globalité. Et ça se reflète bien, je trouve, dans ton site internet, où justement, moi, j'avais cette impression d'un grand socle avec plein de pièces de puzzle qui se rajoutent, notamment dans tes formations. J'ai vu que tu avais des formations en ligne, en présentiel, et puis dans tous les sujets que tu abordes, parce que tu es assez productif aussi sur ton site ou les réseaux sociaux. Tu as été à l'époque de Federer, sauf erreur, oui, à quand Swiss il avait Tennis. 15 et 18 ans, exact. Quelle est la différence? Parce qu'on en a parlé juste avant, tu disais, on me connaît
beaucoup pour le sport, mais je vois aussi beaucoup de gens tout venant. Est-ce qu'il y a une différence entre la préparation d'un sportif d'élite et Monsieur Tout-le-Monde? Dans la préparation physique ou dans la préparation nutritionnelle? Peut-être les deux. Parce que ce qui est terrible, c'est que les gens imaginent que le sportif d'élite a une nutrition très spécifique. Et en fait, à part certains sportifs comme Djokovic, justement, comme des Cristiano Ronaldo ou autres, en fait, le sportif se nourrit très souvent très mal. Et il y a beaucoup de personnes, je pense, lambda, se nourrissent beaucoup mieux que les sportifs d'élite. Okay. Et moi, j'ai pu voir des choses hallucinantes, des gens qui mangent dans des sports d'endurance jusqu'à 2,5 kg de pâtes par jour. Okay. Roach, c'est pas un secret, mais je veux dire, c'est un gars qui adorait les Haribo. Enfin, je veux dire, tu vois quand même des choses très, très surprenantes dans le monde du sport. Je discutais avec le nutritionniste de l'AC Milan. Après chaque match, les joueurs, ils veulent une pizza. Et si le nutritionniste n'est pas d'accord, il risque de perdre sa place. Et puis, ça fonctionne vraiment d'une manière très, très... Je dirais c'est décevant quand tu es dans ce domaine-là et que tu comprends les vrais besoins nutritionnels, surtout quand tu fais beaucoup de bilans, aussi des bilans sanguins un peu plus poussés que les bilans de base, ou des bilans par rapport au système nerveux, tu te dis qu'il y a encore beaucoup à faire. Et moi, j'ai quitté la Fédé il y a 25 ans en arrière, ça fait un quart de siècle, mais en fait, il n'y a pas grand-chose qui évolue. Les gens, ils pensent toujours qu'il faut manger un plat de pâtes 3 heures avant le match, quoi. Okay. Donc, je dirais qu'il y a beaucoup à faire. Après, au niveau de la prépa physique, là, ça a quand même beaucoup évolué. Et c'est vrai que dans le haut niveau, ça bosse généralement quand même très, très bien. Bon, donc, il y a une différence d'évolution dans les pratiques, typiquement entre nutrition et préparation physique. Il y a très peu d'entraîneurs qui, finalement, s'intéressent à l'alimentation de leurs sportifs. On dit qu'il y a moins de 5% des entraîneurs qui vont demander aussi à un jeune sportif qu'est-ce que tu as mangé avant de venir à l'entraînement, ou bien qui vont regarder qu'est-ce que tu bois. La plupart des sportifs, si je prends des joueurs de foot ici de bon niveau, à l'entraînement, ils boivent que de l'eau. Et souvent, en plus, ils se passent les gourdes. Donc, bonjour les problèmes, les risques de mononucléose et compagnie. Mais c'est assez fou. Bon, puis on ne sait pas si c'est une bonne chose, une mauvaise chose que les coachs interviennent pas. Alors, c'est une excellente question parce que dans le hockey, il y a quand même certains coachs qui interviennent et qui disent aux jeunes, idéalement, bois 2 Red Bull avant l'entraînement. Donc, voilà ce qu'on peut aussi entendre. Donc, c'est vrai, ce que tu dis, des fois, il vaut mieux rien dire que dire n'importe quoi. Ouais, en fait, je pense que c'est peut-être une des causes d'habitudes qui ont la vie dure, parce que probablement qu'elles sont, alors déjà dans le cadre familial, mais aussi des coachs qui vont donner des conseils soit faux, soit trop simplifiés. Et puis, c'est des croyances qui restent. C'est intéressant l'exemple de la pizza. C'est vrai qu'il y a peut-être aussi plus de côté émotionnel, affectif avec la nutrition que dans des exercices de prépa physique où au final ils sont tous répétitifs, plus ou moins, puis ils font tous mal aux muscles. Oui. Il y a activer son système de récompense via la nourriture, ça c'est classique. Puis là, on va se récompenser avec une pizza qui sur le moment va nous faire du bien. Mais quand tu es professionnel, d'abord tu prends ce qu'il faut pour renflouer correctement les stocks de glycogène, ramener les bonnes vitamines, les minéraux, les oligo-éléments, les acides aminés, les antioxydants, etc. Et après, peut-être, tu vas passer sur quelque chose de plus plaisir. Il faut savoir, à un moment donné, ce qu'on veut aussi. Ouais. Et c'est là où il y a aussi une limite par rapport à l'obsession. Alors, je pense que toute personne qui est à un niveau très élevé dans son domaine, peu importe lequel, il y a une part d'obsession. Moi, tu parles de Cristiano Ronaldo. J'ai regardé, je ne suis pas un grand connaisseur, mais j'ai regardé 1 ou 2 reportages sur lui et c'est vraiment... Je n'aimerais pas avoir sa vie, quoi. Il est réglé comme du papier à musique, c'est entraînement et nutrition, sommeil, c'est tout. C'est vrai, et je pense que c'est intéressant que tu parles d'obsession. Moi, je disais souvent, de nos jours, tu ne peux plus être juste passionné pour réussir, mais tu dois avoir une forme d'obsession.
Et c'est une réalité. Et ceux qui arrivent et qui maintiennent leur niveau le plus longtemps possible et tout, c'est des gens qui ont vraiment une hygiène de vie qui est à la limite, effectivement, de l'obsession, qui peut ne pas forcément donner envie. Mmh. Mais ces gens-là, ils ont quand même du plaisir dans ce qu'ils font, parce que sinon, certainement, ils ne le feraient pas. Un grand exemple, avec Claudio, on a fait longtemps du basket. C'est Kobe Bryant, qui était, malheureusement, il est décédé, mais c'était un grand... C'était un fou du basket. Soit il était sur le terrain, soit il regardait des vidéos à côté, soit... Donc, ouais, il y a un niveau d'obsession qui est nécessaire. Je pense aussi du fait que maintenant, il n'y a plus la barrière de l'information qu'il pouvait y avoir peut-être avant, où voilà, maintenant, il y a Internet. Il y a beaucoup d'intox quand même. Alors, peut-être que ça vient rétablir les choses. Ouais. Alors, c'est intéressant, si on part là-dessus. En termes de... est-ce qu'il y a des mythes, justement, ça peut être en termes de prépa physique ou nutrition, que t'en as marre de voir rabâcher sur les réseaux sociaux notamment Non, mais je pense qu'on fait passer des informations qui sont souvent pas forcément justes. Quand tu avais un gars comme Froome qui disait que finalement il mangeait quasiment plus de glucides, et puis que tu sais quand même que sur le Tour de France, ils sont à peu près à 150 grammes de sucre à l'heure. Hein, donc sur une étape, je te laisse faire le calcul de ce que ça représente. C'est effectivement complètement énorme. Puis d'un autre côté, on te dit non, mais moi je mange plus que des avocats et puis des œufs. Tu vois, donc ça joue pas. Mais dans la prépa physique, Roge, c'est un gars qui a toujours fait quand même aussi moins que les autres, parce qu'on a affaire, et c'est pas parce que c'est Roge, mais quand même un peu un génie. Donc modéliser sur Federer, bon, c'est difficile. Et quand il racontait qu'il faisait 5-6 heures par jour à Dubaï, sous je sais pas combien de degrés, non, mais les autres allaient peut-être faire 6-7 heures, faire plus, et ils allaient se griller. Donc il y aura toujours une part certainement d'intox, parce que si tu as les 6 bons numéros de la loterie, je sais pas si tu les donnes aux autres. Donc je crois qu'il faut arrêter d'être trop naïf par rapport à ce qu'on peut entendre et lire. Ok, donc il pourrait y avoir des stratégies à la limite sur le partage de la recette secrète. Je pense aussi, clairement. Ok. J'ai décortiqué ton site. Tu as une approche, je pense qu'il s'est justement construite au fil des années, avec plein de mots compliqués. C'était pas le but. Compliqué, oui et non. Mais tu parles d'une méthodologie globale avec de la rythmonutrition, micronutrition, neuronutrition, neurotypologie, better aging. Ouais, alors pour moi, de nouveau, l'idée, et d'ailleurs dans les livres que j'ai écrits, souvent les gens ont pu apprécier que c'était quand même relativement bien vulgarisé. La rythmonutrition, c'est que en fait, nos rythmes ne sont pas les mêmes. Moi, j'interviens quand même aussi régulièrement en entreprise. Les gens qui font du 3-8 ou du 4-8, on sait que s'ils n'ont pas une super hygiène de vie, ils ont une espérance de vie qui va être diminuée de 5 à 7 ans. C'est quand même beaucoup. Hein. Ouais. Donc, tu sais que de manger la nuit, non, c'est pas très bien. Et d'ailleurs, quand tu fais la fête entre 18 et 25 ans, tu récupères bien. Par la suite, tu récupères moins bien aussi. Donc, on se rend compte que selon ce qu'on mange à quel moment de la journée, notre corps réagit différemment. Donc ça, c'est aussi de savoir quoi mettre à quel moment. Après, quand tu fais du sport, tu ouvres des fenêtres anaboliques qui fait que ça change passablement les paramètres physiologiques, naturellement aussi. D'ailleurs, les footeux qui souvent sont des gens qui mangent pas forcément très bien, quand ils arrêtent leur carrière, ils grossissent assez vite. Parce que tant qu'ils avaient une assez grande activité physique, la cellule se débrouille avec ce qu'ils mangent, mais quand après tu arrêtes de bouger, alors là, ça va partir en cacahuète. Donc, ces rythmes hormonaux, ils sont importants. Après, pour moi, ce que j'appelais la neuronutrition, c'est qu'on a une 50aine de neurotransmetteurs qui sont produits par le cerveau, l'intestin. Et il y en a 6, on va dire, qui sont particulièrement importants. Et on a tous certains types de ces neurotransmetteurs dont on va plus finalement activer. Moi, j'ai un profil où l'acétylcholine, parce que je suis beaucoup sur le profil cholinergique, j'en ai besoin. Donc, naturellement, j'aurai des envies plutôt de gras. Dans mon cas, l'œuf,
le chocolat noir, enfin les chips, enfin voilà. J'ai une prédominance d'aller là contre, enfin pas là contre, d'avoir envie de manger ça. Et tu as des gens, c'est des becs à bonbons, à sucre, etc. C'est souvent des axes sérotoninergiques. Et les bons viandards, c'est très souvent des axes dopaminergiques. Okay. Donc en fait, si on n'est pas trop perturbé par une mauvaise alimentation depuis tout petit, eh bien, on devrait naturellement, à l'alimentation intuitive, des fois on me dit « Ah, qu'est-ce que tu penses de l'alimentation intuitive ?» Je dis « Ah, c'est bien si tu as les bonnes intuitions. » donc, à la base, on devrait être capable d'avoir ces bonnes intuitions de ce qu'on a besoin par rapport à comment on fonctionne. Mm-hmm. Donc, c'est là où j'allais plus sur la neuronutrition. Donc, c'est se tenir compte de ces fameux neurotransmetteurs qu'on peut aussi bilanter et mesurer. Ça, c'est assez passionnant. C'est vrai que, peut-être pour rappel, on parle beaucoup. Alors, à nouveau, la plupart des gens qui parlent des neurotransmetteurs ne sont pas très qualifiés pour le faire, y compris les psys. Hein. Moi-même, je suis psy, mais j'ai des notions, mais je ne pourrais pas aller en profondeur dans ce sujet. Mais c'est quand même principalement dans la nutrition qu'on peut trouver ça pour les créer. Oui et non, parce que je suis en train de faire de l'intox. Ouais, c'est un peu de l'intox, c'est très bien d'ailleurs. Je te remercie de prêcher le faux pour avoir le vrai. C'est en fait, que chaque fois que tu as un like, ça active un peu ta dopamine, parce que ça active ton système de récompense. Quand tu fais du shopping, tu t'achètes un truc, moi j'ai une grande collection de t-shirts, je m'achète un t-shirt de plus, qui sert absolument à rien, mais sur le moment, j'ai activé mon système de récompense. Le fait de manger un petit truc, voilà, le fait de tirer une clope, tu vas activer ton système de récompense. Et toutes les petites victoires, c'est chaque fois, t'actives de nouveau ton système de récompense. Donc l'alimentation via particulièrement la tyrosine, précurseur de la dopamine, le fer joue aussi un rôle important, etc., va amener sa pierre à l'édifice, mais pas uniquement, clairement pas uniquement. Et je pense que dans le sport, dans la vie en général, d'avoir des petits succès, c'est vachement important. C'est de se dire, tiens, aujourd'hui, j'ai réussi à faire ça, ce que moi, je procrastine dans l'administration, c'est une catastrophe. Si j'ai réussi à ranger de feuilles, j'ai déjà activé un peu mon système de récompense, parce que je me dis, c'est bien, Bourquin, aujourd'hui, tu as rangé 2 feuilles. Donc, voilà, on peut jouer là-dessus, et c'est pas uniquement l'alimentation. Mais dans le sens, ce que tu dis, alors c'est qu'en effet, certains événements vont déclencher la sécrétion, mais est-ce que si on est en déficit de certains nutriments, justement, est-ce qu'on ne peut pas sécréter ces neurotransmetteurs ? Alors, il y a des gens, typiquement, via la sérotonine, qui est produite en grande partie, on dit à quasiment 90% dans le système nerveux entérique, dans l'intestin. Il y a des gens qui produisent naturellement moins de sérotonine, clairement. Donc là, il faudra aller sûrement se complémenter via le tryptophane. Après, on va le mélanger avec du magnésium, du rhodiola, des choses comme ça, pour vraiment réussir à faire en sorte que cette sérotonine soit plus présente et surtout puisse rester au niveau du cerveau. Après, c'est très compliqué, la sérotonine, parce qu'elle entre en concurrence avec justement la tyrosine, et puis elle est toujours perdante. Donc, à quel moment on prend finalement les compléments alimentaires et tout. Mais, si je fais une petite digression, on revient sur toute l'importance du microbiote, qui est de plus en plus perturbé par une mauvaise alimentation, par du stress, par une mauvaise boisson, etc., etc., et qui finalement va impacter directement la qualité de nos bactéries intestinales, qui d'ailleurs, on a de moins en moins de souches, nos souches sont de plus en plus pauvres, moins différenciées. Et ça, c'est pas idéal non plus. Et ça, c'est dû à quoi ? C'est aux antibiotiques, à la stérilisation un petit peu de notre monde ? Je pense que c'est de nouveau multifactoriel. Très juste les antibiotiques qui jouent un rôle important, parce que la plupart des gens qui mangent beaucoup de charcuterie de poulet ou de dinde, on va retrouver très souvent quand même des antibiotiques déjà dans l'alimentation. Après, il y a les antibiotiques qu'on va donner aux gens un peu, des fois trop facilement certainement. Puis après, effectivement, il y a tout ce qui va perturber le microbiote à travers des aliments ultra transformés, avec des aliments qui ne contiennent plus assez de fibres. Ce seraient les prébiotiques. Les probiotiques, c'est la lactofermentation. Moi, je suis un ancien allergique à peu près à tout. Les probiotiques m'ont permis de ne plus avoir d'allergie. Donc, je prenais en complémentation.
D'ailleurs, je dis toujours, je prends pas ceux que je vends parce que je les supportais pas. Et j'ai des gens qui me disent, le tien, il est tellement bon. Je dis, il est pas tellement bon, il te convient bien. Donc, c'est toujours trouver ce qui convient aux gens. Moi, je suis pas là pour vendre des compléments, je suis là pour faire que les gens aillent mieux. Et ma solution actuelle, qui est personnelle, c'est que y a un gars qui est de la société, je peux le dire, parce qu'il fait un job tellement bien, c'est Fermentiera qui est à Champagne, vers Yverdon. Et j'ai commencé à manger ces légumes lactofermentés. Et je me suis rendu compte qu'avec ça, j'avais zéro allergie, que je fais des beaux cacas tous les jours, parce que c'est finalement comme ça que tu sais si tu vas bien ou pas. Et que c'était l'idéal. Alors j'essaie, tous les jours où je suis à la maison, de manger 3 ou 4 cuillères à soupe de légumes lactofermentés. Et ça se passe super bien. Alors voilà, moi j'ai trouvé mon système, mais je suis quand même convaincu que la lactofermentation de qualité ramène des bonnes souches de bactéries naturelles. Alors pourquoi ne pas le faire? Mais quels aliments contiennent encore beaucoup ça? Tu vois, si tu dis aux gens, faut manger de la choucroute tous les jours, voilà. Ouais, et puis alors, en effet, si c'est de la choucroute industrielle ou si elle est surcuite, voilà. Comme c'est le cas finalement la choucroute, après la cuisson qu'elle a, je sais pas s'il reste beaucoup de bonnes bactéries dedans. Ouais, c'est une bonne question. Mais c'est un truc très intéressant et moi je me suis mis à en faire. Magnifique, bravo. Et ça convient très bien parce que je suis un grand flemmard. Donc les recettes de cuisine complexes, ça me va pas. Puis en fait, je me suis rendu compte que c'était très bête comme bravo, chou, alors si je suis encore plus flemmard parce que moi je les achète et parce que j'ai pas non plus, je pense pas non plus beaucoup de temps, et puis que je me dis qu'il faut aussi faire fonctionner les gens qui font des bons produits. D'ailleurs lui c'est assez cool parce qu'il donne des cours, donc il a tout compris, parce que les gens vont le faire un moment puis après ils vont se dire je vais lui racheter. Mais en tout cas, moi je trouve que c'est une super option. C'est une option si tu oublies de faire les courses parce que tu as tout le temps au frigo ou à la cave si c'est pas encore ouvert. C'est un truc auquel je me suis mis il y a quelques mois. Tu vois, moi, à midi, 3 fois par semaine, normalement, je consulte à la maison. Donc, très souvent, je me fais un petit jeûne intermittent où je prends quand même de la tyrosine le matin pour bien booster le système nerveux. J'ai mon petit épouère qui passe super bien. Et puis, j'adore les œufs, donc je prends les œufs à ce moment-là, sous différentes formes. Et puis, je fais salade et légumes lactofermentés. Je me mets pas de glucides parce que dans mon profil, ça me donne un gros coup de barre. Ouais. Et puis, c'est prêt en moins de 10 minutes. J'ai du plaisir, je me sens bien après. Qu'est-ce que tu veux de plus? Et c'est ça. Je refais un petit saut à ce que tu as dit avant, parce que ça me fait rire. Je l'avais noté dans les questions par rapport à tes t-shirts. Oui. Parce que j'ai vu ton compte Instagram et j'étais impressionné par la collection de t-shirts que tu avais, qui matchaient avec la thématique. Où est-ce que tu trouves ces t-shirts? Alors, c'est un vrai travail, c'est-à-dire que je vais sur des sites et c'est des t-shirts que tu ne vas pas trouver à beaucoup d'endroits, effectivement. Et puis, quand j'ai un thème, je me dis ça, il faut que je parle de ça. J'essaie de trouver un t-shirt qui va avec. Donc, c'est vrai que j'ai une collection, je pense, d'un peu plus de 200 t-shirts. Au niveau écologique, ce n'est pas terrible, tu me diras. Et maintenant, mon fils a fini la Haute École d'Art et Design à Genève. Et puis, on est en train de se dire qu'on va pouvoir réutiliser ces t-shirts et comment on va les customiser, etc. Dernièrement, j'ai fait un t-shirt avec lui, c'était Ara Ashibu. Oui. Ne mange pas plus que 80% de ton appétit. Et justement, j'avais un peu le t-shirt qui allait bien avec ça. Puis on va les orienter pour pas tout le temps devoir acheter d'autres t-shirts. Parce que j'ai cru justement, mais c'était l'occasion de clarifier, j'ai cru que tu crées ces t-shirts avec ton fils, qu'il avait une marque de vêtements comme ça. Je me disais, mais c'est pas possible d'avoir des trucs qui matchent comme ça. Non, alors il y a une vraie recherche comme ça, et puis voilà. Et puis moi, alors, dans les choses qu'on ne sait pas, c'est qu'il fut un temps où j'avais des cheveux, et puis j'avais fait l'école de mannequin à Lausanne, donc j'ai été mannequin dans une vie antérieure. Okay. Et puis ça m'a toujours beaucoup intéressé, la mode, les fringues, les trucs comme ça. Voilà. Et il existait peut-être qu'il existe toujours une école de mannequin? Oui. Okay. Ouais. Alors, c'était Madame de Marcy. Et elle avait un petit chien très chou qui s'appelait Rosemary. Et ma maman s'appelait Rosemary. Je me disais toujours comment on peut appeler sa chienne Rosemary. Voilà pour la petite histoire. C'était un point de tension.
Bah, si elle nous regarde, on vous salue. Oh, Madame de Marcy, elle doit avoir au moins 110 ans maintenant, donc je pense qu'elle nous regarde d'ailleurs. Alors, paix à son âme. Ouais, c'est ça. Et Rosemary, du coup, Ouais, le ouais, chien alors, le a chien, disparu là, aussi. Ouais, je pense que ouais. Je reviens sur ta méthode. On discutait un petit peu avant et là, tu parles un petit peu de finalement comment tu as construit ton activité autour ou à partir de problématiques que toi tu rencontrais, des recherches de solutions, je pense, qui ont fonctionné pour toi, puis maintenant que tu appliques avec d'autres. Et tu m'as parlé avant de burn-out, que c'est quelque chose que toi, tu as personnellement pu vivre, et puis que maintenant, tu accompagnais les gens avec un programme assez spécifique là-dessus. Ça m'intéresse que tu parles parce que c'est quelque chose de plus de holistique, du coup. Ouais, disons que le burn-out, moi j'entends encore des gens, et des fois des gens assez proches, qui vont te dire que c'est les gens faibles qui font un burn-out. J'entends aussi que finalement d'autres, moi je pourrais jamais avoir un cancer ou quoi que ce soit. Je pense qu'il faut être très humble vis-à-vis de la santé parce que personne n'est à l'abri de rien. Ça c'est une chose qu'on apprend peut-être en vieillissant, on devient peut-être aussi un peu plus sage et puis plus modéré à certains niveaux. Et moi, il y a 2 ans en arrière, ce sera au mois de décembre, ça fera 2 ans, j'ai été réopéré à cœur ouvert. On a des problèmes d'aorte dans ma famille, même qu'on est tous très sportifs. Et il faut reprendre très vite le travail parce que sinon, on essaie de te mettre à l'assurance invalidité assez rapidement. Okay. Et puis, en plus, c'était période Covid. Enfin, il y a eu beaucoup de stress. Et un jour, je devais juste prendre ma voiture. Je monte en courant la route. Et puis, je dois traverser la route. Et j'ai jamais réussi à traverser la route. C'est-à-dire que ma tête voulait traverser. Les gens ne pouvaient pas. Impossible. Et donc, je suis allé directement chez le cardiologue avec qui je travaille à Lausanne, avec qui je collabore. J'ai aucun problème de cœur, tout allait bien. Je suis rentré chez moi et j'ai fait des mesures sur ma machine et arrêt complet du système nerveux autonome. Le parasympathique et le sympathique se sont mis en pause. Ciao. Et donc, pendant, quand même, je pense, 2-3 mois, je ne pouvais ni traverser un pont, ou alors à 4 pattes, ni rester debout sans avoir l'impression de tomber. Et là, je me suis quand même dit, je mesure quand même beaucoup de choses chez les gens avec des gros déséquilibres du système nerveux. À ce point-là, on n'est pas beaucoup à avoir été aussi loin. Et j'ai vu un éthiopathe qui m'a expliqué pas mal de choses. Et puis, je me suis remis en question et je me suis dit, il faut que je mette en place des choses, des exercices pour retrouver ce bon équilibre entre ce qui m'intéresse finalement, ce qui est un peu plus spirituel et puis ce qui est aussi plus cartésien. Et puis de mettre en place une méthode pour être bien, quoi. Un esprit sain dans un corps sain, c'est pas nouveau, hein, mais c'est quelque chose qui m'a beaucoup parlé. Et puis j'ai mis en place plein de choses et puis je me suis dit je vais en créer une méthode. Et puis cette méthode, d'ici un mois, ça va s'appeler la méthode spirale. Je vais la proposer soit en individuel, soit en formation, soit aussi au niveau entreprise, parce que quand tu vas dans les entreprises, tu te dis qu'il y a quand même beaucoup de gens qui, on presse le citron, puis une fois que le citron est pressé, on jette le citron, on prend un autre citron, mais ça coûte cher à tout le monde, puis surtout ça coûte cher à celui qui part dans ce burn-out. Et franchement, entre une opération à cœur ouvert où c'est quand même des gros trucs, parce qu'il y a un vrai risque opératoire, enfin tu repars tout à zéro, on t'arrête le cœur, les poumons, etc. Et en burn-out, je pense que le burn-out est plus déstabilisant qu'une opération à cœur ouvert. Ouais, c'était quoi qui a été peut-être choquant pour toi à ce niveau-là? C'est en fait d'avoir l'impression que tu n'y arrives plus. C'est-à-dire que tu as plein d'envies, tu as plein de choses, et puis les batteries, c'est terminé. En fait, ton système nerveux autonome, il a le nerf vague, il y a 2 nerfs vagues. Il y a la branche ventrale et la branche dorsale. Et la branche dorsale, c'est celle qui, quand tu es en danger de mort, te tire la prise. C'est si tout d'un coup, il y a une monstre explosion, tu risques de partir en dorsale. Si une personne se fait violer, le viol, c'est tellement évidemment violent que normalement, elle devrait en mourir. Et la personne se met dans un état de sidération. Donc en fait, moi, je me suis retrouvé avec un tel état de fatigue que mon système nerveux m'a mis en état de sidération où je pouvais tout simplement plus tenir debout, sans me tenir à gauche ou à droite. Et c'est assez flippant quand même. Donc quand tu arrives à ce stade-là, qu'est-ce que tu fais ? Alors effectivement, il faut revoir beaucoup de choses.
Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui reviennent jamais d'un burn-out parce que ils savent pas comment revenir de ça. Ou alors ils partent dans la médication et puis ça te met dans un état un peu végétatif qui fait que tu n'es plus comme tu aimerais être en fait. Ouais, alors là, c'est la chance que tu as eue peut-être là-dedans, c'est d'être dans le domaine de la santé et puis de pouvoir aller tout de suite expérimenter, déjà avoir certaines connaissances sur qu'est-ce qui pourrait avoir un impact là-dessus, pouvoir le mesurer. Alors ça, c'est aussi pas tout le monde qui a ça sous la main. Exact. Mais petit aparté par rapport à la sidération, hein, c'est vrai que c'est un point, je pense, qui est très compliqué à comprendre. Si on n'a pas vécu ça, c'est dur de se représenter. Et c'est souvent quelque chose qui pose problème dans les cas, justement, par rapport à des viols ou violences sexuelles plus larges. Ce cas est souvent en fait ignoré par la justice. Oui, exact. C'est hallucinant en 2023 que ce soit encore le cas. Du style, la personne s'est laissée faire. Non, elle était en état de sidération. Exactement. C'est retenu à charge contre les victimes où on dit, en fait, vous n'avez pas protesté, vous n'avez rien dit. Et puis, en fait, on oublie que c'est quelque chose de très physiologique, quoi. Dans le monde animal, si tu as une gazelle se fait attraper par la lionne, parce que le lion délègue. Donc, la lionne... l'animal ne veut pas souffrir, il se met justement dans cet état-là, en parasympathique dorsal, en état de sidération. Et tu vois des fois que le temps qu'il aille chercher les petits pour venir manger la gazelle se remet en sympathique, donc elle va se secouer comme ça, et elle part, elle arrive à fuir. Donc pour ne pas souffrir, elle se met dans cet état-là. Et en fait, c'est assez passionnant parce que ça montre que ton système nerveux, il veut te protéger, parce que sinon, tu vas mourir. Et le truc, c'est que en fait, tu entres quand même un peu dans le monde des morts-vivants. Parce que tu es là, mais tu ne fonctionnes pas du tout comme tu aimerais pouvoir fonctionner. Et par rapport à ça, j'avais vu cet exemple de la gazelle. Je ne sais pas si tu connais l'approche du somatic experiencing. C'est une approche thérapeutique, psychothérapeutique, si on veut. Et en fait, eux, ils partent de ce constat-là, où ils parlent du traumatisme comme étant en fait chez l'humain une incapacité à sortir de cet état de figement. Et ils parlent des gazelles. Alors je sais pas comment est-ce qu'ils mesurent si une gazelle souffre d'un stress post-traumatique ou pas, mais en effet ce qu'on constate c'est que la gazelle elle vient de à moitié se faire manger puis elle retourne tout de suite dans la savane. Alors peut-être qu'elle a pas d'autre endroit où aller aussi, hein, et ils disent que les humains en fait le fait de ne pas avoir ce retour, notamment par le tremblement, empêche de sortir de l'état vraiment de figement et que c'est ça qui créerait des traumas qui restent. Et il parle, tu parlais de spiritualité avant. Une approche qui est notamment valorisée dans cette approche-là, c'est le côté tous les soins chamaniques ou tribaux, où justement on va pas juste comme je pourrais avoir dans mon cabinet un contexte où on va discuter de la chose, mais des pratiques où on va activer le corps justement, puis des états de transe, on va aller revivre le truc, et puis sortir du trauma par des tremblements notamment. Donc je trouve ça me parle complètement, tout à fait. Mais alors ça c'est vraiment peut-être une question technique. Et comment ou à quoi tu vois que ton système nerveux est out? En termes de mesures, qu'est-ce que tu mesures? En fait, à la base, ça part quand même beaucoup de problèmes de variabilité de la fréquence cardiaque quand même au départ. Mais là, moi, comme je dis toujours, ma machine travaille beaucoup sur les fréquences, sur les vibrations, etc. Et je crois beaucoup à cette vision-là aussi de la science, qui est plus une science un peu liée à la biorésonance, à la science quantique. Alors, le quantique, c'est super compliqué. Moi, je ne connais pas, je ne comprends pas. Je ne vais pas du tout... je vais pas me prendre pour ce que je ne suis pas. Mais on voit quand même qu'il y a des choses assez passionnantes à faire avec ça. Donc, c'est ce déséquilibre du système nerveux. Moi, j'arrive à le mesurer via, justement, des capteurs. Alors, comment on va dire, les neurologues et tout ont travaillé là-dessus, ou les physiciens, ça je ne sais pas. Par contre, je suis à plus de 9000 personnes mesurées. Ça correspond quand même assez à ce que les personnes ressentent. Donc, c'est des variabilités de fréquence.
c'est pas des résultats hormonaux ou... Alors après, le truc, c'est que ça va quand même avoir un déséquilibre parce que ce système nerveux autonome, via les deux nerfs vagues et non pas que un, qui part depuis la base du crâne jusqu'à la colonne lombaire basse, qui a des ramifications sur tous les organes internes, et ben, naturellement, ça va perturber l'ensemble de tes organes internes. Souvent, quand tu as trop de système sympathique qui est l'accélérateur, bah, tu as le cortisol qui doit trop travailler parce que ton cortisol, il est là pour diminuer la douleur qu'il y a dans ton corps. Donc, le corps est très bien fait. Mais si tu es toujours en train de jouer avec ça, c'est comme la table de mixage qu'on a là-dedans. Tu peux t'amuser un moment, mais tu peux pas être tout le temps tout en haut. Et puis, tu peux pas être non plus tout le temps tout en bas. C'est ça qu'il faut trouver. Et c'est un peu un problème de notre société de faire croire aux gens qu'il faudrait être tout le temps au taquet, à fond, etc., qu'on doit être toujours dans la dopamine. Non, tu peux pas être tout le temps que de la dopamine. Tu pourrais, si je fais une petite analogie avec la drogue, tu pourrais peut-être fumer des pétards toute la journée, puis tu es relax, etc. Bon, voilà. Alors, c'est évidemment pas ce que je vais donner comme conseil, mais tu pourrais pas être à la coke toute la journée, parce que là, ça va très mal se passer. Donc, ça voudrait dire que quand tu es en train de fumer de la beuh ou quoi que ce soit, tu es plutôt sur l'axe sérotonine, machin, etc. Et puis, quand tu es avec la prise de cocaïne, bah, tu es à fond, tu es au taquet, tu es comme un dingue, tu es dans la dopamine, mais tu peux pas être tout le temps là-dedans. Donc, ce qui fait un peu peur, c'est de croire qu'on devrait être tout le temps à fond. Et on ne peut pas fonctionner tout le temps à fond. De nous, le lion a tout compris. Hein. Je veux dire, il va chasser de temps en temps, et puis après, il se repose. Et ça, c'est intéressant. Moi, c'est quelque chose que j'essaie d'aborder de plus en plus. C'est aussi les changements par rapport que ce soit au niveau des saisons, au niveau des cycles hormonaux. Alors, pour les femmes, où on voit plus d'impact. Et où justement, arriver à sortir de cet impératif de... Voilà, toute l'année, tous les jours, je dois avoir ma routine tout le temps avec la même énergie, alors qu'autour de nous, tous les paramètres de lumière, de température, d'hormones changent. C'est exactement. D'ailleurs, une femme en période de règles, son sympathique est souvent augmenté. Si elle a envie de plus manger, c'est presque normal. Elle va le reperdre, son poids. Si elle veut tellement lutter là contre, elle va certainement décompenser. Et à un moment donné, ça va partir complètement cacahuète. Donc, ça va pas bien se passer. Et moi, dans les jeûnes intermittents, j'étais pas forcément un fan de ça. J'ai réfléchi comme médecin, on en a proposé un qui marche bien. Mais la première fois que je l'ai fait, moi, j'ai complètement décompensé à un moment donné parce que j'étais pas prêt à le faire à ce moment-là. Puis 2 soirs de suite, je suis allé manger pizza, salami et boire des bières. Alors déjà que je suis pas fan de la bière, je supporte pas très bien. Mais je veux dire, c'était pas le bon moment pour moi. Ouais. Et ça, c'est aussi intéressant, c'est de se rendre compte que, non, là, mon gars, c'était pas pour toi. Et pas de dire, ouais, je dois le faire. Et on revient aussi toujours sur cette notion de récupération. Dans le sport, les gens, quand ils progressent pas, ils font plus. Certainement qu'ils devraient faire moins. Parce qu'ils devraient peut-être mieux se reposer, mieux dormir. Et on a tout le temps cette vision qu'il faut être la performance. Hein. Tu dois être performant dans ton sport, tu dois être performant sexuellement, tu dois être performant dans ta profession, tu dois être tout le temps performant. Mais non, on a tous des limites à la performance. Et il faut aussi accepter ces limites. Hein. Oui, et voir en même temps justement qu'il y a ce côté, en anglais ils disent le less is more. Mais de te reposer plus, typiquement dans le sport. Hein, j'ai vu un article sur LeBron James, je crois qu'il dort, je sais plus, entre 9 et 12 heures par jour. Mais Roach dormait aussi énormément. Hein. Ouais. Ça change en effet du côté, la morning routine où on doit se lever à 4h30 du matin. Et puis, faire ton crossfit à 6h du matin alors que tu n'es rien échauffé et tout, puis après tu t'étonnes que tu sois blessé. Mais tu vois, c'est intéressant qu'on parle de ça. Les jeunes qui sont en études et puis qui font du sport-études, etc., qui ont des matchs, ils n'ont pas un jour off et ils s'entraînent souvent même plus qu'un joueur professionnel. Dans le monde du foot, c'est souvent 1h30, tu as fini. Hein. Puis si tu veux faire autre chose, c'est toi qui fais. Mais c'est à peu près ta journée. Okay. Alors, un jeune qui est en pleine croissance et qui doit s'entraîner, dans le monde du tennis, la plupart, ils s'entraînent en tout cas 3 heures par jour, en plus des études, en pleine croissance, etc. Et il faut faire des résultats. À un moment donné, ça fait beaucoup. Hein.
je reviens sur le burn-out, du coup. Donc, par quelles étapes, toi, tu es passé et pour sortir gentiment de ça? Alors moi, j'ai vu un éthiopathe, un gars assez sympa, la septantaine, à Neuchâtel, qui m'a parlé de mon ego et qui m'a dit que, en fait, que j'avais un problème d'ego. Je lui ai dit, OK, explique-moi. Il m'a dit, écoute, avec tout ce que tu as vécu dans ta vie à plein de niveaux, d'après ce que tu m'as raconté, il faudrait juste comprendre que tu ne peux pas continuer de fonctionner comme ça. Et qu'il va falloir avoir une vraie réflexion sur ta manière d'envisager ta vie et, à tous les niveaux. Puis je me suis dit, c'est bien qu'ils me disent ça, parce que c'est assez juste. Donc j'ai réfléchi. Je me suis dit que j'allais pas travailler plus que... Parce qu'avant, je travaillais, je pense, en tout cas 16 heures par jour. Parce qu'en même temps, tu vois, tu fais des formations, tu écris des bouquins, tu es passionné, en fait, voilà, etc. Je me suis dit, je vais commencer mes journées un peu plus tard, je vais faire mes exercices dont je parle aussi dans le programme Spirale, etc. Je vais plus aussi m'intéresser à la respiration, je vais m'intéresser à d'autres choses, et puis je vais prendre au moins, ce que me disait très bon médecin du sport, Gant Tremblant, il me disait, Olivier, un jour off par semaine, c'est vraiment le minimum. Un jour, il faut prendre. Et puis revoir tout ça pour revenir dans un bon état, quoi. Mais je vois très bien que, mine de rien, quand chasser le naturel revient au galop, dès le moment où ça va vraiment bien, tu repars comme un dingue. Et puis, tout d'un coup, tu te dis, oh, là, attention. C'est difficile, hein. Sevran Schreiber, quand il était revenu de son cancer, il était reparti comme un dingue, qui a écrit Guérir à l'époque. Hein, et puis, la deuxième fois, voilà, son cancer l'a tué. Donc, c'est toujours un peu le risque d'être passionné. Oui, et puis c'est vrai que la prévention, on n'est jamais fan de la prévention. On a la mémoire courte. Ouais. Et puis c'est vrai qu'une fois qu'on a récupéré, on se dit, voilà, ça fonctionne. Ouais, alors là, je pense que l'être humain, c'est peut-être aussi pour ça qu'il arrive à continuer, c'est qu'il a la mémoire un peu courte. Et puis que tu te dis, maintenant, j'ai remis les choses en place, j'ai solidifié et je peux repartir. Mais tu repars. Il y a toujours des cicatrices, évidemment. Donc, il faut tenir compte de ces cicatrices. Oui, puis c'est là où le côté physiologique vraiment du burn-out, il est important. Parce que plus on va loin dans ce burn-out, jusqu'à justement des manifestations physiques comme ça, où tu peux plus avancer, où il y a des personnes qui vont, avoir tout d'un coup des trous de mémoire qu'on retrouve au milieu de la nature, puis ils savent plus comment ils sont arrivés là. Alors là, c'est vraiment quand on est allé un peu au bout du processus. Donc, plus vite on attend... moins on attend, plus vite on agit, moins ça sera dur de revenir, mais toujours à condition d'avoir un bon accompagnement. Et je trouve intéressant que tu parles justement du côté psychologique, de l'ego, parce que ça veut dire que tu es allé un peu quelque part aux sources de, en fait, pourquoi est-ce que tu es à fond là-dedans, qu'est-ce que tu vas chercher là-dedans. Est-ce que c'est de la reconnaissance, etc. Enfin, il faut te poser un peu les bonnes questions. Clairement, Qu'est-ce qui a changé du coup peut-être dans ton approche, parce que tu fais toujours beaucoup de choses, t'as toujours la même passion pour ces choses-là. Qu'est-ce qui a changé peut-être dans ton état d'esprit, dans la manière de l'aborder? Moi, je pense que quand même de prendre un peu plus, de penser un peu plus à moi, parce que quand on est dans des domaines comme le nôtre, on est surtout quand même là pour les autres. Et puis là, de se dire, moi j'ai aussi eu des super discussions avec mon fils, parce qu'on est proches, puis je lui dis, écoute, voilà, moi je suis arrivé à un certain état aussi de fatigue, ce serait quand même bien que tu réussisses tes études, évidemment, et puis c'est des discussions qui des fois ont besoin d'avoir lieu, je pense, pour aussi des fois clarifier les choses, pour se rendre compte que parfois on pense que tu montres que tu es toujours, ça va, etc. Tu donnes une certaine image, que tu es un peu indestructible, même que, voilà, il y a quand même ces problèmes de base de cœur. Mais tu es là, tu donnes une image. Et tout d'un coup, tu dois aussi dire aux gens qui pensent peut-être que tu es, en guillemets, indestructible, que non, ça va pas si bien que ça, quoi. Donc là, il faut aussi se mettre justement son ego de côté, et puis de dire non, là j'y arrive plus, quoi.
Mais ce qui est difficile parfois, je trouve même dans... Moi, j'avais fait je t'ai parlé avant de ma maladie chronique, donc j'ai une rectocolite ulcéreuse qui était venue dans un cadre justement un peu d'épuisement. Je bossais de jour, de nuit, etc. C'était à l'époque où je lançais mon cabinet, une époque qui a duré quand même un long moment avant que ça fonctionne. Et puis, j'avais du coup plusieurs boulots à côté. Et puis, c'est venu quand j'avais dû rattraper des heures, ça arrivait à la fin, quand j'ai pris les vacances. C'est marrant, ça arrive souvent, hein, comme les crises cardiaques, les AVC et tout, quand les gens prennent des vacances. Hein. J'avais entendu un podcast qui disait que c'était ce côté justement du cortisol et de l'adrénaline qui te tient. Qui nous tient, ouais. Et après, il s'effondre et puis il n'y a plus la protection. Exactement. Ouais. Mais pour moi, ça faisait pas de sens parce que sur le moment, je me sentais pas fatigué. Et puis les choses que je faisais, ça me plaisait, quoi. Alors oui, j'avais trop, mais je trouve ça un peu le piège des fois quand on est passionné, qu'on est à fond dans quelque chose. L'adrénaline, justement. Alors peut-être, mais jusqu'à maintenant, j'ai pas trouvé trop d'explications de en fait comment ça a pu arriver parce que moi, je ressentais pas en fait ce stress. Ouais. Mais est-ce que à ce moment-là, justement, ton alimentation était quand même optimale? En plus, voilà, tu disais, tu travaillais certainement aussi la nuit. Et la nuit, nos organes, ils sont faits pour être reposés. Hein. Et si tu commences à manger des trucs en 2 et 4 heures du matin, le foie est double de volume. Donc, si tu es en train de manger ou de boire des choses qu'il ne faut pas la nuit parce que tu dois continuer de bosser et tout, tu vas te flinguer quand même ton foie. Puis, naturellement, derrière, il y aura d'autres organes qui vont être impactés, etc., etc. Donc, tu t'en es pas rendu compte. C'est comme si ton mur, il prend l'eau. Il va pas tout de suite exploser. D'abord, ça va un peu pourrir et tout. Puis, à un moment donné, ça va péter. Mais ça va pas péter tout de suite non plus. Alors, est-ce que mon alimentation était optimale? Non. Non, alors, ça c'est clair. Hein. Y a eu des gros progrès à ce niveau. Et puis voilà, au niveau de l'alcool aussi, je sortais beaucoup plus. Donc oui, ça c'est clair. Bon, pas assez de repos, etc. Voilà. Et peut-être qu'avec en plus le stress, puis peut-être qu'il y avait quand même au départ peut-être une petite faiblesse à ce niveau-là. Et là, automatiquement... Et du coup, tu as déjà abordé un peu ce point au tout début sur les horaires coupés. Enfin, pas coupés, mais disons quand on travaille de nuit, comme tous les gens dans la sécurité, dans le personnel hospitalier, etc. Alors, on sait que c'est quelque chose qui est très mauvais pour la santé. Comment faire, parce que c'est du personnel dont on n'a pas le choix, qui bosse à d'autres moments. Comment faire pour... Enfin, est-ce qu'on peut rendre ça viable? Ou est-ce que vraiment c'est difficilement viable et ça doit être que du court terme? Puis comment est-ce qu'on fait pour réduire en fait l'impact? Bon, alors, il y a des gens qui s'habituent, mais en fait, on sait qu'au niveau de la sérotonine, qui se transforme en mélatonine, la mélatonine, tu vas vraiment la produire à partir de 21h, 21h30, en fait, quand il commence à faire plus sombre et nuit, jusqu'à 7h, 7h30 du matin. Donc, de toute façon, ton sommeil ne sera pas la même qualité, ne sera pas reposant du tout la même chose. Alors moi, j'interviens aussi pour les ambulanciers dans les formations, etc., pour les pompiers, pour la police. Enfin, puis dans différentes entreprises. Et il y a des personnes qui sont contentes avec ces programmes-là. Elles gagnent aussi un peu plus. Mais effectivement, pour leur santé, c'est quand même pas idéal. Il y a quand même beaucoup plus de problèmes de surpoids dans cette population-là aussi, ce qui est complètement logique. Pour moi, c'est des personnes, si on leur explique vraiment qu'on peut très bien, parce que finalement, si on fait des jeûnes de 16 heures, des jeûnes intermittents, alors pourquoi est-ce qu'on devrait absolument manger durant la nuit? Non. Moi, je peux très bien montrer sous quelle forme on peut manger. Tu vas manger peut-être, aller au plus tard vers 21h, 21h30, et puis après, tu n'as pas besoin de manger avant 6h30, 7h du matin. Et après, tu rentres et tu vas te coucher. C'est faisable, mais il faut voir si les gens sont prêts à le faire. Parce que finalement, tu te retrouves à 2-3 heures du matin... c'est là où vers 3 heures du matin tu as le plus froid, tu manges un truc chaud, ça te fait du bien, donc tu te récompenses, en plus c'est anxiogène la nuit, etc., etc. Donc comment tu mets des choses en place pour arriver à ne pas manger la nuit? Et si tu bois, de ne pas boire non plus. Y a des gens, ils boivent 10 cafés dans la nuit, hein. Donc là, au niveau de nous, le foie il va bien ramasser, la muqueuse intestinale elle va bien ramasser, le système nerveux il va bien ramasser, et au bout d'un moment
On va te ramasser à la petite cuillère. Ouais. Donc, un des gros axes où on peut travailler là-dessus, c'est au niveau de l'alimentation. Alimentation, boisson, clairement. Ouais. Ouais. Alors ça, c'est sûr et certain. J'avais entendu, je cite toujours ce podcast, ça s'appelle Huberman Lab. C'est un neuroscientifique américain. Alors, c'est très... Faut y aller quand t'écoutes ça. Faut pas être trop chargé parce que c'est un peu complexe. Et il parlait justement de la dopamine aussi, qui, apparemment, si on est exposé à de la lumière, comme le sont les gens qui bossent la nuit, notamment entre 11h et 4-5h du matin, je crois, que vraiment ça avait un impact désastreux sur la production de dopamine, sa sécrétion. Ok, alors ça, je sais pas. Par contre, ce que je sais, c'est qu'on n'a plus du tout assez de lumière du jour et que la lumière du jour, elle est aussi fondamentale. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de jeunes taux d'enfants qui ont des lunettes, va nourrir correctement nos fonctions cognitives, etc. Et qu'on a besoin de cette lumière du jour. Donc, quelqu'un qui travaille de nuit, qui dort quand même une bonne partie de la journée, qui sortirait plus, il faut qu'il prenne au moins 1 heure de lumière dans la journée. Il faut absolument qu'ils sortent. En Corée, ils ont forcé les enfants à sortir au moins 1 heure par jour parce qu'à un moment donné, les pauvres, ils étaient tous avec des problèmes au niveau des yeux. Ok, donc c'est le fait de ne pas être suffisamment exposé à la lumière externe. La lumière externe. Okay. Ça, c'est aussi quelque chose qui est super important. Parce que ça, alors, moi, je parle beaucoup de ça, mais justement, début, fin de journée, pour régler les rythmes circadiens. Là, j'ai ma petite lampe, alors c'est pas la lumière du soleil, mais que j'utilise en hiver. Mais donc, ça a d'autres impacts que régler les rythmes. Ça a des impacts aussi sur la qualité de la vision. Ah ouais, clairement. Ça va nourrir les yeux, Donc, c'est vraiment très, très important. C'est peut-être une nouvelle ère où on doit forcer les enfants à être au moins 1 heure dehors. Mais c'est vraiment, c'est terrible à dire, mais c'est le cas. C'est fou que ça doive être une recommandation. Même une obligation, en l'occurrence. Une obligation. Ouais. Ok, donc ça serait considéré comme de la maltraitance si c'était là, il semblerait qu'en Corée, ce soit le cas, parce que les gamins restaient toute la journée enfermés. Ok. Donc, allons nous balader. Oui, allons nous balader. Alors, en fait, c'est le fameux biohacking, c'est-à-dire qu'on a de plus en plus de technologies à disposition, et puis que si on pouvait, alors que nous, on a vraiment de la chance où on est, la forêt pas trop loin, tu peux aller respirer, etc. Mais on préfère rester enfermé et puis utiliser des technologies. Dommage. Je trouve intéressant cette remarque parce que là, on a parlé de compléments ou de choses très techniques, mais il y a finalement, on revient un peu au côté de la base, les choses les plus impactantes pour la santé. Avant d'aller s'intéresser aux compléments X ou Y qu'on va mesurer très précisément, c'est de commencer par se dire est-ce que je passe un peu de temps dehors, est-ce que j'ai suffisamment d'heures de sommeil, est-ce que je mâche correctement mes aliments, exactement. Ça c'est peut-être aussi une base. Est-ce que je respire correctement? Moi je te dirais qu'il y a 90% des gens ne savent pas respirer, mais vraiment 90%, et même dans des sportifs qui ont un bon niveau. Est-ce que les gens dorment et ferment leur bouche quand ils dorment? Ça c'est la base de l'oxygénation correcte du cerveau, d'amener un gaz qui est fondamental, c'est le NO, l'oxyde nitrique, qui va impacter sur l'endothélium, l'endothélium permettra de faire circuler correctement les vitamines, les minéraux, etc. dans le corps. Donc, c'est revenir effectivement sur des bases qui sont fondamentales. Et finalement, c'est aussi l'alimentation, c'est un moment de partage. Moi, je dis toujours, à table, on n'amène pas ces problèmes à table. À table, ça doit être un bon moment. Si tu as des enfants, puis à l'école, tu as fait une mauvaise note, etc., le gamin, il viendra à table, il sera déjà noué. Ou si tu règles tes comptes avec ta compagne ou ton compagnon à table, ça va pas. La table, ça doit être un moment privilégié. Et les Thaïlandais disent toujours que la plus grande des pauvretés, c'est de manger seul. Et c'est vrai que c'est un moment cool. Moi, j'aime bien la ville d'Istanbul. Et à midi, tu vois, les gens, ils s'arrêtent, les ouvriers, ils se mettent sur une caisse, ils partagent le repas, ça discute. C'est joyeux. Et ça, c'est des choses qu'on n'a plus. Les gens sont devant leur ordi, leur truc, tac, vite, rapide, un sandwich en triangle industriel ou je ne sais que c'est quoi. C'est bien dommage. Ce truc de la respiration, alors...
dans ce podcast, on a toute l'équipe bientôt qui est passée par rapport à Noam Yaron. Oui. Donc je l'avais interviewé, j'ai interviewé J'ai Anne-Rita. mangé à ensuite. midi avec Noam. Ok. Parce que moi, j'avais fait justement toute sa prépa. Ouais. J'ai vu justement en Et cours, tout j'ai ça, vu que tu étais dans cette équipe-là. Il y a Anne-Rita qui était venue aussi Super, dernièrement. Donc, est-ce que c'est toi qui as amené ce côté justement respiration? J'ai vu qu'il utilisait ce scotch pour la bouche. Oui, effectivement, je suis parti là-dedans parce que moi, le livre de James Nestor, Respirer, il a changé ma vie parce qu'il m'a fait comprendre pourquoi je récupérais souvent mal. Depuis tout gamin, je bavais toujours. C'est assez sexy quand tu baves, d'ailleurs. Et puis, toujours un peu quand même fatigué. Je suis quelqu'un qui faisait beaucoup de cauchemars, etc. Et en fait, tout d'un coup, en lisant ce livre, je me suis dit, mais oui, c'est ça le problème. C'est que j'ai toujours la bouche ouverte. Alors maintenant, je dis aux gens, mais ouvre ton nez, ferme ta bouche et tu verras à quel point tu te sens mieux. Et moi, j'adore tout ce qui est effectivement aussi mesure avec soit là, moi j'ai une Apple Watch, ça peut être Garmin, ça peut être d'autres moyens. Mais je te promets qu'en 3 ou 4 jours, tu triples le sommeil profond des gens avec l'histoire du scotch sur la bouche. Enfin, le nez débouché, parce que j'aimerais pas avoir des problèmes si les gens... Alors justement, parce que moi j'ai H24 le nez plus ou moins bouché. Donc tu recommanderais pas ça? Faut vraiment tout faire pour bien renettoyer ton nez. Et puis, tu vois, pendant l'époque du Covid, on n'a pas parlé, mais le masque, tout ça, le truc, la respiration encore plus par la bouche, les poumons des gens allaient être encore plus impactés négativement parce que ce qui va amener à faire bien fonctionner les poumons, c'est l'inspiration par le nez. Et moi, Yannick Ecker, qui j'ai travaillé pendant des années dans le ski alpinisme, qui était un des meilleurs au monde, il m'avait donné un écarteur de narine. Et après ma deuxième opération coureur, il t'arrête les poumons, donc tu recommences aussi toi à zéro. Et je ne pouvais pas respirer à plus qu'à peu près 115 sans devoir ouvrir la bouche pour prendre ma respiration. Et puis, j'ai commencé à travailler avec ça. Moi, j'ai une fréquence max qui est assez basse maintenant. Je crois que je suis à 155, 160 maximum. Maintenant, j'arrive à peu près à 95% à inspirer que par le nez, parce que je me suis réhabitué à ouvrir mes narines. Et c'est vrai que si je mets l'écarteur de narine, c'est plus facile, quoi. Donc, c'est assez passionnant. Et dans le monde des entraîneurs et tout, quand tu vois les entraînements chez les jeunes ou ailleurs, t'entends quasiment jamais personne. Nous, dans le temps, on nous disait, on nous disait quand même un peu comment respirer. Maintenant, t'entends quasiment personne parler de la respiration. Et c'est bien dommage. Donc, ça correspond aussi à ce que tu dis. C'est qu'on a mis maintenant, je pense, vraiment la charrue avant les bœufs. On parle de plein de trucs techniques, machin, mais revenons peut-être sur des bases. Moi, je viens de la campagne du Jura, c'est le bon sens paysan. Tu reviens sur... C'est du bon sens. Alors, ça, c'est clair. Alors, et sur plein d'aspects, que ce soit au niveau écologique, social, mais alimentaire aussi, toutes les techniques, on parlait de la lactofermentation, qui étaient des techniques de conservation, mais aussi elles avaient elles ont des bienfaits. Le côté très intuitif, c'est intéressant de voir toutes les sociétés, assez intuitivement, finalement, elles sont arrivées à trouver les combinaisons. Je ne sais pas si on parle de l'Inde, par exemple. Enfin, dans toutes les cultures, en fait, tu as le riz et des légumineuses qui vont se complémenter. C'est ça. Mais tu vois, ça, c'est quand tu parles de ça, quand j'ai écrit le livre Manger bien associé, qui a été assez vite un best-seller, c'est de nous assez du bon sens. Mais par exemple, la Société suisse de nutrition, pour eux, c'est du bullshit. Ce qu'écrit Inchopé sur Glucose Révolution, elle se fait démolir. Mais je veux dire, alors d'une manière un peu prétentieuse, mais quand tu as un peu d'avance, de toute façon, tu vas te faire démolir. C'était Schopenhauer qui disait d'abord, c'est quoi, quand tu as quelque chose de novateur, tu te fais ridiculiser. C'est quoi déjà le truc après, alors, je n'ai pas cette citation. Après d'abord, on te ridiculise. Après, on va dire, ouais, mais non, mais quand même, je sais pas. Puis à la fin, on te dit, mais bien sûr. Donc, il y a toujours 3 niveaux d'acceptation. Et c'est vrai que finalement, moi, ce que je dis toujours aux gens, je dis, vous essayez de faire différemment. Comme le fait de manger 3 heures avant. Mais non, mais tu as des sportifs qui sont hyper stressés, il faut qu'ils mangent plutôt 1h30 avant. Puis d'autres, ils digèrent très, très lentement, il faut qu'ils mangent peut-être 5 heures avant. Donc, c'est à chacun d'être finalement l'acteur de sa santé et de faire les tests en se disant, tiens, je me rends compte qu'effectivement,
riz basmati quinoa lentilles, bah, ça passe super bien. Et peut-être que si je mange que des lentilles, bah, ça passe pas bien. Voilà. Et je suis curieux. Je trouve que c'est un assez bon mot pour clôturer gentiment cette interview. Mais déjà, merci beaucoup pour Merci, Julien, à toi. Tout ce que tu as apporté. J'aime bien finir sur cette question, c'est qu'est-ce que je peux te souhaiter pour les mois à venir? Pour moi, c'est vraiment la santé à titre personnel. Et puis, d'une manière générale, ce serait que les gens aient un plus grand éveil sur, finalement, eux-mêmes et soient peut-être plus, pas bienfaisants par rapport à, il y a un autre terme, Bienveillant. Bienveillant, voilà, soient plus bienveillants pour eux-mêmes. Donc, à l'inverse de la performance, de chercher la bienveillance avant tout. Exactement. Écoute, je te le souhaite. Et puis, merci encore pour aujourd'hui. Merci, Julien. C'était vraiment un plaisir. Merci. Voilà, on arrive gentiment à la fin de cette interview. Si Olivier vous a intrigué et que vous aimeriez soit apprendre un peu plus sur ses méthodes ou voir travailler avec lui, eh bien, il y a plein de manières de le faire. Il m'a apporté gentiment un de ses produits. Donc, il a une marque de compléments alimentaires. Donc, ça peut être un aspect sur lequel travailler, mais il a des formations en ligne, en présentiel. Il fait des accompagnements en présentiel également. Donc, je mettrai tous les liens dans la description de la vidéo et du podcast audio. Et puis, il se fera un plaisir de vous accueillir. Sur ce, merci pour votre écoute. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode.